Je suis sur la route. Je roule tranquillement quand soudain Michel B me rentre dedans. À quel type de réparation puis-je prétendre? Ma voisine a un chien. Il est très mignon. Elle me le confie pendant quelques heures. Lors d'une promenade, le chien attaque un enfant. À quel type de punition dois-je m'attendre? J'achète une tronçonneuse. Un jour, alors que je découpe un arbre, la lame se détache de l'engin et m'ampute du bras gauche. Comment le constructeur est-il responsable? Lors de la session précédente, nous avons envisagé la formation, l'existence et la fin du contrat, mais également l'hypothèse de responsabilité contractuelle, c'est-à-dire la recherche d'une réparation lorsque l'on constate l'inexécution d'une obligation contenue dans le contrat. Aujourd'hui, nous allons analyser les hypothèses de la responsabilité civile délictuelle, c'est-à-dire celles qui naissent en l'absence d'un contrat. Pour autant, il faut retenir que dès lors que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la responsabilité délictuelle est éliminée. Les articles 1382 et 1383 sont historiquement à la base du système de responsabilité délictuelle. On peut schématiser la chose ainsi. On a d'un côté un fait dommageable, qui est une faute, une négligence, une imprudence, et de l'autre un dommage. Les deux étant liés par ce qu'on appelle le lien de causalité. Mais alors, quel est ce fait générateur, ce fait dommageable? Lorsque la personne agit et qu'elle commet une faute, qu'est-ce que la faute d'abord? Pour Plagnol, la faute est un manquement à une obligation préexistante, c'est-à-dire ne pas obéir à la loi, au règlement, aux usages, à la coutume. Très bien. Mais peut-on qualifier de faute le comportement d'une personne qui n'agit pas, au contraire? Pour Loisel, qui peut et n'empêche, pêche. Ainsi, l'automobiliste qui omet de freiner, l'individu qui ne porte pas secours à une personne en péril, ces types de comportements sont caractéristiques d'une faute par omission. Alors, y a-t-il moyen d'échapper à la responsabilité délictuelle pour faute personnelle? Oui, tout d'abord, on a la force majeure. Typiquement, il y a des inondations et ma voiture se retrouve garée en haut de la mairie. Je ne l'ai pas voulu, cela n'était pas prévisible et je n'ai pas pu y résister non plus. On trouve également des faits justificatifs tels que l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense, l'état de nécessité, le consentement de la victime, sans oublier la faute de la victime, qui peut venir réduire ou exclure la responsabilité de l'auteur. À noter que le jeune enfant peut engager sa responsabilité délictuelle à raison de sa faute. C'est également le cas du malade mental. Peu importe qui se trouve à l'origine d'un dommage, il faut apporter une réparation. Il faut également noter qu'il existe une hiérarchie des fautes en fonction de leur gravité. On retrouve en bas la négligence ou l'imprudence, c'est-à-dire qu'il y a eu volonté de l'acte mais pas du résultat. La faute non intentionnelle, c'est le quasi-délit. La faute intentionnelle, c'est là le délit. On retrouve la volonté d'agir et l'intention de causer un dommage. Et enfin, la faute inexcusable, c'est-à-dire celle d'une gravité exceptionnelle, pour laquelle l'auteur avait conscience du danger et ne dispose d'aucune cause justificative. À présent, concernant le dommage, réglons d'abord une question de vocabulaire. Le dommage, c'est la lésion subie par la victime, tandis que le préjudice, c'est la conséquence de cette lésion. La victime, pour demander réparation, doit prouver l'existence d'un préjudice, qui doit être direct, licite, présent et certain. La réparation du préjudice doit être intégrale, c'est-à-dire que la victime ne doit pas subir de pertes ni tirer profit de cette réparation. On retrouve trois grandes catégories de dommages. Le dommage matériel, c'est-à-dire les atteintes d'ordre patrimonial, le dommage corporel, c'est-à-dire les atteintes à l'intégrité physique de la victime, et enfin le dommage moral que certains auteurs voient comme une manière de monnayer les larmes. Nous avons envisagé la responsabilité pour faute personnelle, mais une personne peut-elle être responsable de la faute d'autrui? C'est l'hypothèse de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Cet article permet d'engager la responsabilité des clubs sportifs qui ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler les activités de leurs membres au cours des compétitions. Au-delà de ce principe général de responsabilité du fait d'autrui, le Code civil prévoit des hypothèses très spécifiques. On retrouve la responsabilité des pères et mères pour le fait de leurs enfants mineurs, à l'article 1384 alinéa 4. Le ou les parents, pour voir leur responsabilité engagée, doivent être munis de l'autorité parentale ou exercer un droit de garde, mais également être en situation de cohabitation prolongée. L'enfant, auteur du fait dommageable, doit être un mineur de 18 ans, dont la résidence habituelle est chez l'un de ses parents exerçant l'autorité parentale. Quant au fait dommageable, l'arrêt Fullenwart de 1984 précise qu'il suffit que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
La victime dispose alors de deux actions. Il peut attaquer directement le mineur ou les parents. Et l'arrêt Bertrand de 97 précise que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encouru du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. L'alinéa 5 de l'article 1384 envisage la responsabilité des commettants pour le fait de leur préposé. On retrouve en effet un lien de subordination permettant aux commettants de donner des ordres et des instructions aux préposés. Le fait dommageable, quant à lui, doit engager la responsabilité du préposé et avoir été accompli dans l'exécution de ses fonctions. Ce qui mène la jurisprudence à préciser que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. L'arrêt Costé-Doat va jusqu'à poser une immunité du préposé qui agit dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, seule la responsabilité du commettant sera engagée. En revanche, si le préposé excède les limites de ses fonctions, il est responsable personnellement. L'arrêt Cousin de 2001 précise que lorsque le préposé a commis une infraction pénale intentionnelle et a été condamné pour cette dernière, il est responsable et un recours du commettant peut être exercé à son encontre. Au volet de la responsabilité du fait des choses, lorsqu'on envisage cette responsabilité, on se réfère à l'article 1384 alinéa 1er. Il faut constater un dommage, le fait d'une chose, qui doit par ailleurs présenter un caractère anormal, mais il faudra également prouver la garde de la chose, c'est-à-dire réunir la maîtrise indépendante de la chose, son usage, sa direction et le contrôle. On peut s'exonérer de la responsabilité du fait d'une chose par le jeu de la force majeure ou de la faute de la victime. Mais le Code civil va encore plus loin, puisqu'il envisage la responsabilité du fait des animaux à l'article 1385, qui est une responsabilité de plein droit. Pour la faire jouer, il faudra réunir la condition de garde de l'animal par une personne, le gardien étant la personne qui a l'usage, la direction et le contrôle de l'animal, mais également prouver un préjudice causé par l'animal. À l'article 1386, le Code civil envisage la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. 3 conditions cumulatives. 1. Le bâtiment. 2. La ruine. 3. Le défaut d'entretien ou le vice de construction. Lorsqu'une des 3 conditions fait défaut, l'article 1386 est écarté, mais une action basée sur l'article 1384 alinéa 1er est encore possible. Un autre type de responsabilité, c'est celle du fait des produits défectueux, qui est largement régie par la directive de l'Union européenne du 25 juillet 1985. Nous n'allons pas l'analyser ici, car son application reste marginale. Mais je vous invite à lire les articles 1386-6 à 1386-16 qui vous permettront de saisir assez bien son fonctionnement. La loi du 5 juillet 1985. Auparavant, la responsabilité pour les accidents de la route était réglée par l'article 1384 alinéa 1er. L'ennui était que le chauffeur faisait toujours valoir la fait de la victime ou la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Avec cette loi, la force majeure est exclue. Le conducteur doit toujours assurer la garantie de son véhicule. Pour que la responsabilité joue, on requiert la présence d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui exclut les chemins de fer et les tramways, mais admet la tondeuse à gazon autoportée. Il faut ensuite un accident de la route, une collision ou un dommage, qui se produirait sur un parking ou même un chemin privé, en dehors des voies de circulation régulières. Et enfin, une implication entre ce véhicule terrestre à moteur et cet accident de la route. Et attention, l'implication, ce n'est pas comme le lien de causalité. Cela implique la participation du véhicule, et non pas le fait qu'il ait causé le dommage. Au volet des personnes concernées, on retrouve la victime du dommage, toute personne, cycliste, passager, conducteur, victime par ricochet. Les victimes qui n'étaient pas au volant d'un véhicule sont particulièrement protégées. Elles sont indemnisées de manière systématique, sauf faute inexcusable. On retrouve les victimes super privilégiées, piétons et passagers mineurs de 16 ans ou majeurs de 70 ans. Également les victimes atteintes d'incapacité ou d'invalidité permanente. A contrario, le conducteur victime d'un accident de la route n'est pas privilégié comme une victime ordinaire. En effet, on peut lui opposer sa faute, ce qui viendra fortement limiter la réparation qu'on lui accordera. De l'autre côté, on a les auteurs du dommage, le gardien, et là une présomption pèse sur le propriétaire du véhicule, ou le conducteur, c'est la personne qui a la maîtrise du véhicule lors de l'accident. L'assurance du véhicule est obligatoire et couvre la responsabilité du gardien, propriétaire du véhicule, tout autant que la responsabilité du conducteur non autorisé, un voleur ou un enfant qui aurait emprunté la voiture. Lorsqu'il y a accident, les assureurs sont tenus de faire rapidement une offre d'indemnisation ou de transaction à la victime. Cette offre est obligatoire dès lors qu'il y a un véhicule impliqué et un dommage corporel. La victime peut accepter ou refuser l'offre et dès lors s'engager dans un contentieux classique. Enfin, de manière générale, concernant tous les régimes de responsabilité, le dommage que subit une victime constitue souvent une infraction pénale.
Ainsi, la victime peut assigner le responsable devant une juridiction civile ou suivre l'action pénale du procureur de la République, en se constituant partie civile. Cela étant, le criminel tient le civil en l'état, c'est-à-dire que le juge civil a obligation de surseoir à statuer lorsque la juridiction pénale a été saisie des mêmes faits, et le juge civil sera obligé de suivre les conclusions que va tirer le juge pénal, statuant sur l'infraction. Toutefois, l'absence de faute pénale ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles. Il faut noter des règles spécifiques concernant la compétence du tribunal et la prescription de l'action. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous faire les dents sur le Code civil et à lire en intégralité les arrêts de jurisprudence qui ont été cités. En tous les cas, si vous n'avez pas encore eu votre dose, d'autres vidéos sont à votre disposition.